La question de l'unité allemande était très peu discutée dans l'opposition, parce que nous étions convaincus qu'il fallait d'abord une réforme démocratique dans l'ensemble des pays du bloc de l'Est, et que la question de la réunification ne devait être abordée dans un cadre européen qu'une fois le conflit Est-Ouest surmonté. Ulrike Poppe, responsable de l'opposition en RDA dans les années 80, a été une cible privilégiée de la Stasi, le service de renseignement et de contre-espionnage du régime de Necker. Aujourd'hui, Ulrike Poppe peut visiter les anciens locaux du QG de la Stasi. Elle découvre parmi 8 km de rayonnage, pas moins de 50 dossiers la concernant. Voici un rapport d'observation de 1988. Cela a l'air ridicule. Tout ce qu'on faisait a été minutieusement observé et noté à la minute près. C'est un des dossiers que la Stasi a fait sur moi. En voilà d'autres. En tout, il y en a une cinquantaine. Les premiers rapports datent de 1971, quand je suis arrivée à Berlin à l'âge de 18 ans. Après ma libération de la détention préventive, début 1984, ils ont ouvert un dossier, dit procédé opérationnel, ce qui signifiait que j'étais espionnée 24 heures sur 24. Dans les dossiers, 80 IMS, des collaborateurs non officiels, sont mentionnés. Je ne les connais pas tous, et ils n'espionnaient pas uniquement mon mari et moi. De plus, le courrier était contrôlé, les appels téléphoniques étaient écoutés, et ils avaient installé une caméra vidéo dans une des fenêtres de la maison d'en face, pour filmer ce qui se passait dans notre appartement. J'ai retrouvé les comptes rendus de ces vidéos dans mon dossier. On y lit par exemple, à 1h25, on a éteint la lumière dans l'appartement de cercle 1 et 2. Ce sont les noms de code de mon mari, cercle 1, et de moi, cercle 2. À 7h07, la lumière a été rallumée. Et ainsi de suite, toujours à la minute près. À 7h43, une personne masculine et un enfant ont quitté l'appartement. À 8h, on a constaté la présence de cercle 1 et de cercle 2 dans l'appartement. Puis sont notées toutes les personnes qui entrent dans l'appartement ou qui en sortent. 0h51, la lumière est éteinte dans l'appartement de cercle 1 et 2. À 6h22, on rallume. À 11h, une personne masculine est entrée dans l'appartement. À 16h43, un enfant est rentré dans l'appartement. Et ainsi de suite. La Stasi a non seulement essayé de garder le contrôle sur nous, mais aussi de détruire des relations et de nous faire peur. Elle a envoyé des lettres anonymes. Elle a passé des appels téléphoniques anonymes. Elle a détourné du courrier. Exploiter des informations privées, aussi bien sur les collaborateurs non officiels que sur nous. Un jour, nous avons trouvé un micro dans l'appartement. Ils ont utilisé les informations ainsi collectées pour casser la vie privée des gens et faire peur. Vers la fin des années 70, mais surtout dans les années 80, la Stasi a plutôt essayé de détruire l'opposition de l'intérieur en évitant la répression ouverte. Helsinki y était certainement pour quelque chose. La direction du parti voulait être reconnue.
Elle tenait à la Ostpolitik, à la politique de détente, et elle tenait à soigner son image. Chaque ennemi de l'État emprisonné était une tache sur la belle façade. Ils ont donc tenté de mener la destruction de l'opposition par l'intérieur, en compliquant la vie quotidienne des gens, en les empêchant d'exercer le métier de leur choix, d'avoir une formation, en bloquant l'accès de leurs enfants à la formation. Parfois, on a essayé de chasser les opposants du pays par ces méthodes, de les faire partir à l'ouest et de casser les cercles de l'opposition, qui étaient souvent des cercles d'amis. Ils ont lancé des suspicions. On recevait des coups de téléphone anonymes, disant qu'un tel ou une telle travaillait pour la Stasi. Nous nous attendions à ce qu'il y ait des espions parmi nos amis. On les avait mis sous pression. Mais pendant les années 80, nous avions décidé d'être ouverts et de parler librement. La Stasi pouvait être assise à notre table. Il n'y avait que très peu de domaines dans lesquels nous avons procédé de façon clandestine. Ainsi, on ne disait pas où se trouvait la photocopieuse de peur qu'ils nous la prennent. On ne parlait pas non plus ouvertement de certaines actions. Et on n'indiquait pas de lieu de rencontre, car il fallait toujours s'attendre à ce qu'ils installent des micros dans l'appartement en question. Parfois, on écrivait des messages sur des bouts de papier qu'on faisait circuler parmi les gens présents pour contourner les micros. Mais là aussi, il pouvait y avoir des espions parmi nous, ce qui d'ailleurs était le cas. Au sein de l'initiative Paix et Droits de l'Homme, plusieurs informateurs de la Stasi étaient actifs. Mais cela aurait été de l'autodestruction si on avait constamment cherché l'informateur parmi nous. On a donc décidé que si quelqu'un avait un soupçon, il ne le dirait pas tout de suite. On voulait d'abord faire confiance à chacun. Il y avait quelques contacts entre l'opposition et les réformateurs du Parti communiste, qui pour la plupart étaient clandestins. Je connaissais par exemple quelqu'un de la Karl Marx Universität à Leipzig qui donnait un faux nom quand il m'appelait. Et nos rencontres étaient toujours très secrètes. Il avait très peur que la Stasi le découvre, car les gens qui voulaient mener des réformes au sein du parti et donc du système ne voulaient pas risquer leur position. Il partait du principe que le système ne pouvait être réformé que par le haut, alors que nous étions convaincus, depuis la fin des années 70, que ce système ne pouvait être changé qu'en misant sur la liberté et en impliquant le public. Tout au long des années 80, nous avons espéré que ceux qui faisaient partie de l'aile réformatrice du parti allaient nous contacter pour essayer d'agir ensemble. Mais ils n'y étaient pas prêts. Quand le mouvement a pris son essor en 1989, c'était un peu tard. Nous ne voulions plus une réforme à petits pas. L'objectif était dorénavant l'abolition du système, alors que les réformateurs du parti misaient toujours sur leurs réformes. En octobre 1989, un groupe de réformateurs du Parti communiste de la Humboldt-Universität, Michael Brie, Rainer Land et quelques autres, a rédigé un document stratégique. Nous en avons discuté, bien sûr.
Mais il en ressortait clairement que le SED, le Parti communiste, ne voulait pas abandonner son rôle de parti dirigeant et qu'une opposition serait uniquement acceptée s'il ne s'agissait pas d'opposition contre le socialisme. Cela ne correspondait pas à notre conception de la démocratie. Il n'y avait donc plus de base commune. La question de l'unité allemande était très peu discutée dans l'opposition, parce que nous étions convaincus qu'il fallait d'abord une réforme démocratique dans l'ensemble des pays du bloc de l'Est, et que la question de la réunification ne devait être abordée dans un cadre européen qu'une fois le conflit Est-Ouest surmonté, pas avant. Nous étions persuadés que l'Union soviétique ne tolérerait jamais un détachement de son État satellite, la RDA, situé à la ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest. Il fallait donc d'abord des réformes dans les pays du bloc de l'Est, des réformes qui avaient été entamées à partir de la deuxième moitié des années 80. Quand le mur est tombé, à la surprise de tous, les opinions divergeaient sur la question de la réunification, si elle arriverait rapidement ou non. Vous souvenez-vous où vous étiez lorsque Schabowski a fait sa conférence de presse? D'ailleurs, est-ce que vous l'avez vu? Que pensiez-vous alors? Qu'est-ce que vous avez ressenti cette nuit-là du 9 octobre? Et qu'est-ce que vous avez fait? On était en train de fêter un anniversaire. Un des invités était parti chercher du vin au bistrot. Il est revenu et a raconté que le patron du bistrot avait offert du vin mousseux à tous les clients et dit « Le mur est ouvert ». Sa femme se tenait derrière le comptoir et pleurait. Nous étions complètement abasourdis. On a allumé la télévision et on voyait Schabowski avec ce bout de papier à la main faire l'annonce. Nous sommes tous montés dans deux petites voitures, deux Trabants, et nous sommes partis en direction de la porte de Brandebourg. Le mur était ouvert depuis environ 3 heures à cet endroit. Nous avons escaladé le mur, puis nous sommes partis en courant à Berlin-Ouest. C'était la fête, nous étions fous de joie. C'était complètement fou. J'ai essayé de joindre mes amis à Berlin-Ouest par téléphone, eux qui n'avaient jamais obtenu l'autorisation de venir à l'Est. Mais il n'y avait personne. Ils étaient tous à Berlin-Est. On a fêté l'événement jusqu'à l'aube. Dans cette nuit, on entendait souvent le mot folie. On était vraiment dans un état second.